Irina passa me chercher à la boutique. J'y avais loué un smoking violet qu'elle trouva superbe. La clim de la voiture me fit du bien après l'agitation du jour. J'avais passé la matinée à dormir, l'après-midi à terminer Opium et la nuit précédente à étudier le contrat d'Elson. Certains détails dictés par Fred m'avaient amusé. Alexandra, par exemple, décorait les locaux de la nouvelle division jeu. Irina prit mon silence pour de la tristesse. Elle mit un concerto de Chopin et y trouva un sujet de conversation. Le beau-père avait fait un effort surhumain. Il était allé acheter chez le fermier des fruits qu'elle avait transformés en salade, mon dessert préféré. J'étais heureux de quitter la ville et eux de m'avoir à dîner. Nous parlâmes ossobuco et légumes du potager. Irina donna des nouvelles de Lara, qui avait appelé tout à l'heure. En servant le café, le beau-père voulut savoir où j'en étais de ce jeu qu'il m'avait confié, et Irina en profita pour aller se coucher. On lui avait dit que j'avais fait forte impression à Grenade, mais avais-je suivi les recommandations du dossier bleu ? Je mentis. En réalité, j'avais survolé quelques pages. C'était une note d'intention destinée à un club d'influence nommé Condillac. Elle recommandait d'investir dans le jeu vidéo qui devait apprendre à libérer l'initiative individuelle, libérer le génie de chacun, s'émanciper des conservatismes. En lisant ces formules creuses, j'avais revu mes parents attabler avec leurs amis. Eux aussi répétaient ce mot, libérer, dans un sens différent. On avait tenté de m'expliquer. Les ouvriers, les capitalistes, la société de consommation, mais tout s'était mélangé et dans mon cerveau d'enfant, il n'était resté qu'une image d'autrefois. La droite ressemblait à un lourd navire marchand sans fantaisie et sans crainte, chargé d'esprit de sérieux et imprégné de tragique. La droite disait « Les hommes sont ainsi, c'est l'ordre des choses, un sou est un sou ». La gauche, elle, ressemblait aux bicyclettes des vacances et à une tente plantée dans la luzerne. La gauche disait « Il faut libérer, soulager, alléger ». Avec elle, on travaillerait moins, on s'entraiderait, on ferait l'amour librement et on brûlerait les soutiens-gorge. À la fin de la soirée, mes parents riaient, se disputaient ou s'embarquaient dans d'austères théories et je m'endormais sur la banquette du restaurant. Puis ils avaient disparu et je ne sais comment, tout s'était retourné. Les mots qu'on pêchait dans leur bouche étaient devenus le nerf du négoce, du shopping et du bonheur du centre commercial. Flexibilité, allègement, libération, plaisir, révolution. On éreintait les vieilles habitudes, les carcans, les conservatismes, l'immobilité. Le bateau de commerce avait appris la légèreté. Il louait le changement, le renouvellement incessant des hommes et des marchandises et le profit immense du désir et de la pulsion. C'est sur son pont désormais qu'on enlevait son soutien-gorge et qu'on allait jouir. La gauche, elle, avait appris la lourdeur et le tragique, et c'était elle qui freinait l'élan vers les paillettes et le bonheur instantané. Chacun savait bien que cet allègement, cette libération était fait pour les loups, mais le moindre mouton rêvait aujourd'hui d'en être un. Là était la défaite, dans ce rêve. La gauche avait perdu la bataille culturelle, la seule bataille qui compte, celle qu'avaient menée mes parents. Ce dossier bleu les aurait bien fait rire, pas moi. Il était pour eux une deuxième tombe, plus profonde encore, et j'eus honte d'avoir accepté de la salir. Allongée dans le lit de jeune fille de Lara, je m'endormis et rêvais que je rentrais chez mes parents. J'étais dans ma chambre quand soudain je l'aperçus, penché sur moi, en haut de l'armoire. Un despote immense et bienveillant me regardait. Ma mère poussa la porte, elle était en colère. Pourquoi l'avais-je laissée entrer ? Ce n'est pas moi, dis-je. Tu es grand maintenant, dit-elle, fais ce que tu veux. Et elle redescendit au salon rejoindre mon père. Il était toujours là, perché, et je compris que c'était lui qui désormais s'occupait de moi. Lui qui régnait sur nos vies, soucieux d'assurer à chacun sa minuscule jouissance quotidienne, pourvu qu'il ne fasse que jouir. Il était doux avec ses sujets et intraitable avec les autres. Un tyran qui ôtait les nerfs et maintenait les êtres dans l'enfance, façonnant leurs espérances et leurs désirs. Devant lui, je vis une foule innombrable d'hommes et de femmes uniquement préoccupés d'eux-mêmes et qui emplissaient leur vie et leur âme de plaisir de pacotille. Ils avaient l'air paisibles et j'allais les rejoindre quand mon père est entré. Il marchait vers moi les yeux fermés, avec ce visage de cire qu'il avait dans son cercueil. Je me réveillai en nage, terrifiée, et descendis dans la cuisine. Irina était déjà debout. Elle avait fait du café et m'en versa un bol. « Je me lève toujours avant l'aube, dit-elle. C'est une chose que je n'ai pas réussi à changer. Mais c'est bien, tout est tranquille. » Je savais qu'elle parlait de ses années d'internement, mais elle n'en dit pas plus. Irina ne se plaignait jamais et malgré les souffrances endurées, voyait toujours la part heureuse des êtres et des événements. Elle me proposa de ne pas attendre son mari et de rentrer en ville avec elle. Elle ajouta en souriant. « Si tu préfères, évidemment. » Je lui rendis son sourire. « Évidemment. » Cette complicité me touchait. Sur l'autoroute, elle me demanda ce qui n'allait pas. « Je ne suis pas aveugle, dit-elle. Lara non plus n'a pas l'air très en forme. » Je dis. « C'est mon travail, je crois. Tout se mélange, la famille, le bureau, ça me pèse. »
Et puis, il y a des tas de projets que j'ai laissés en plan. C'est bien que ça te pèse. Tu n'es plus un enfant, et Lara non plus, même si on s'appelle tous les jours. Vous devriez partir, aller vivre ailleurs quelque temps. Maintenant, tu gagnes ta vie et les choses s'arrangent avec le juge, non? Elle me jeta un coup d'œil. Vous vous aimez toujours? Oui. Elle me déposa en ville et se pencha à la vitre. En attendant, viens ce soir. Même si ce n'est pas très drôle, ça te changera les idées. Et allez, t'en fais pas, la vie est longue. Les choses changent, si on les fait changer. Je n'avais jamais pensé à ça. La vie est longue. Dans le bus, je songeais à la sienne, puis à l'image de mon père, à leur courage et leur optimisme, et je fus soudain plein d'une énergie nouvelle. Je m'étais trompée. Le beau-père avait raison, mon jeu d'étudiant était naïf et dépassé. Mes parents avaient combattu des dictateurs à casquette ou des bourgeois à principe, et je n'avais pas vu qu'une nouvelle génération de despotes avait endossé des costumes à la mode, qu'ils étaient gentils et drôles et décomplexés. Ils n'avaient plus rien à voir avec les banquiers et les capitaines de mon jeu. Pire, je les avais laissés entrer dans ma vie, dans mon appartement, dans mon travail, par peur et par confort. La peur nous convainc toujours de supporter encore ce qu'on ne supporte plus. Supporter encore un peu, comme si ça pouvait changer par miracle. Devant le miroir, en me rasant, j'allumai une cigarette et m'envoyai longuement la fumée à la figure. Il était interdit de fumer dans la salle de bain, et j'y pris un plaisir fou. J'en allumai une autre dans la chambre, interdite elle aussi, et en m'habillant, passai en revue les événements de ces derniers jours. Le dîner, la jalousie de Lara, les hanches d'Alex, le SMS, la mascarade de Grenade, la proposition du beau-père, celle de Fred, et l'argent d'Elson, et puis Camille et son sac et cette actrice qui éclairait la ville. Toutes ces petites jouissances tyranniques, tous ces rêves qui me retenaient d'agir et d'aimer vraiment. Sur le réfrigérateur, j'entourais d'un cœur le visage de Lara et sortis sans vider les cendriers. Je venais de décider que je ne ferais pas ce jeu, quoi qu'il m'en coûte, et je n'eus plus peur. Celui que je fabriquerais à la place les ferait pâlir, d'envie et de colère. Cette aventure, cette histoire, comme avait dit Lara, alors qu'elle n'existait pas encore, elle m'avait amenée ailleurs, beaucoup plus loin que dans les bras d'Alexandra. En arrivant au bureau, il y avait une petite enveloppe sur l'écran de mon portable. Le message, envoyé au petit matin, disait « Besoin de te parler. Pour le smoking, tout sauf blanc ou noir, ça ne collerait pas. Serait en rouge explosif, en grenade. » Suivait un smiley, celui avec un clin d'œil. Je crus d'abord qu'Alexandra s'était trompée de destinataire. La première phrase m'inquiétait et je tentais de décrypter la suite. Seule chose évidente, et elle comptait danser avec moi, puisqu'il fallait que les couleurs se marient. Je dus me retenir pour ne pas lui répondre et me vis avec elle, cachée dans les jardins sombres du bal de l'Étoile. Les premiers invités arrivaient quand je m'engageais avec Camille sur le tapis rouge. Le hall de ce vieil hôtel particulier était planté d'arbres pour l'occasion, et on entendait l'écho des voix et les cris de surprise des nouveaux arrivants. En cravate et col cassé, robe longue et épaules nues, ils s'apercevaient, s'embrassaient ou feignaient de s'ennuyer déjà. Au bas du grand escalier, Camille ralentit devant les miroirs, remit en place une mèche, vérifia le tombé de sa robe et effaça un pli sur la courbe de ses hanches. Elle voulait voir ça, le bal, et je lui avais donné le carton de Lara. Elle s'était occupée de ma coiffure, de mes chaussures, de me faire rire et je me sentais beau. Personne n'aurait cru que nous venions de passer des heures à choisir ma chemise à fleurs orange. À peine entrés dans la grande salle, nous fûmes repérés et entraînés vers un des buffets par les prétendants habituels de la Camille standardiste. Ils voulaient danser, faisaient des blagues idiotes. Tu m'inscris sur ton carnet de bal et prétendaient surtout passer la nuit avec elle. Elle cria « Oh, vous me lâchez là !» et leur fit comprendre qu'elle n'était ce soir à la disposition de personne. Elle regarda autour d'elle et je crus qu'elle était intimidée. Les lustres, le fanet des moulures, la volée des porte-fenêtres ouvertes sur les jardins, rien ne ressemblait au monde auquel elle était habituée. Mais elle se pencha et dit « J'en ai marre d'être toujours la seule négresse. Dans ce genre d'endroit, soit on me prend pour une fille d'ambassadeur, soit pour une pute. » J'eus un peu honte, nous étions tous blancs, et ça ne m'avait jamais frappé, alors que je trouvais normal qu'il y ait des noirs dans la rue. « T'en fais pas, ce soir tu es ma cavalière. Sauf si Alexandra décide d'aller faire un tour avec moi dans le jardin. » Elle rit et dit « J'espère bien que oui. » Je lui avais raconté Grenade, le jeu, le beau-père et le SMS de ce matin. Bien fait pour ce gros dégueulasse, avait dit Camille à propos de Fred. Chaque jour, il l'appelait dans son bureau pour un rien et lui avait même proposé de l'accompagner dans une convention. Que tu tapes sa femme, je vote pour. Nous avions parlé d'histoire d'amour, de tromperie. En couchant avec moi, elle avait trompé son petit ami, et puis des fantômes affamés. J'en ferai un jeu et pourrirai celui du beau-père. Elle avait battu des mains et étalé sur mon visage un peu de cette crème qui retend la peau quand on n'a pas assez dormi. Nous marchions un verre à la main parmi les groupes d'invités. La salle s'était remplie, la musique avait changé et on commençait à danser.
J'avais vu que le beau-père, Irina et leurs amis se tenaient dans l'angle fermé sous la grande tapisserie. Ils ne bougeaient pas, on venait avec eux. En rapprochant, j'ai aperçu Fred. Elle aussi était là. Nos regards se croisèrent. Viens, on va les saluer, dis-je. Je suis obligée en tout cas. J'ai pas très envie, je suis standardiste moi. Tu es une amie et je te présente. Une amie comédienne si on te demande. Comédienne, encore moins. On ne te demandera pas, ils sont trop bien élevés. Irina, en effet, trouva aussitôt un sujet de conversation avec Camille. Fred feignit de ne pas la connaître, m'embrassa avec exubérance et fit rire de ma tenue. J'avais l'air de sortir d'un top of the pop des années 60. Alexandra ne se retourna pas, elle parlait avec un petit homme à la barbe soigneusement négligée. Au bout d'un temps infini où je ne sus que faire, elle feignit la surprise et me demanda des nouvelles de Lara. Avant que j'aie eu le temps de répondre, l'homme dit « Ah, vous êtes l'ami de Lara, on était au lycée ensemble. » Puis il se retourna vers Alexandra. « Tu ne veux pas venir danser maintenant ? Danser, tu sais, le truc où on bouge son corps. » Et il mima un déhanchement qui la fit rire. Je me forçai à rire et dis « C'est vrai, je danserais bien. D'ailleurs, tu m'as promis, non ?» Et je montrai mon smoking violet. Si je t'ai promis, elle m'entraîna vers les danseurs qui avaient maintenant dégrafé leurs nœuds papillons. Après quelques banalités, elle se tut et se concentra sur le mouvement de ses pieds. Elle levait parfois la tête, me souriait, mais regardait là-bas le groupe où nous avions laissé Fred et le barbu. À la fin du morceau, je la raccompagnai, et pour ne rien montrer, j'invitai Camille sur la piste. Il fallait laisser tomber, ou simplement attendre, dit Camille. Ce n'est sûrement pas le moment. Son mari est là, elle parle à ce type. C'est un acteur, mais si, on l'a vu partout cet hiver. Je me moquais. Ah, et il joue aussi dans un groupe de rock, non ? Et il monte des installations vidéo, c'est ça ? Tu ne crois pas si bien dire ? Je ne l'avais jamais vu de près, il est vraiment pas mal. Et elle vit ma tête et ajouta. Allez, laisse-la faire sa petite séduque. Tu ne peux pas débarquer comme ça et être tout d'un coup le centre du monde. C'est vrai, j'oublie à chaque fois. Mais le texto, attends 2 secondes, elle t'en parlera. Et puis, je suis là. T'es pas bien avec moi ? Elle prit son air de peluche triste et je la fis danser et tourbillonner jusqu'à ce que la tête me tourne aussi. La nuit était tombée. Nous nous étions rapprochés des portes ouvertes sur les jardins pour chercher un peu de fraîcheur et observer la salle. Après l'acteur, Alexandra dansait maintenant avec Fred, et c'était un crève-cœur. Ils étaient accrochés l'un à l'autre, les yeux dans les yeux, et leurs regards semblaient se dire tout ce que j'aurais voulu entendre. Toute la soirée, on m'avait fait des réflexions à propos de mon smoking violet et de ma chemise orange. C'était un bal costumé. Au bras de Camille, j'en avais rajouté. Elle préfère les hommes de couleur. Mais à présent qu'elle était partie, je me sentais ridicule. Je m'étais réfugiée sur une des marches de la terrasse. J'allumais des cigarettes, les écrasais, faisais défiler les contacts de mon portable, et j'aurais aimé que quelqu'un m'appelle. Même le chef comptable. J'aurais surtout dû rentrer, mais je n'en avais pas le courage. J'ai fini par me souvenir que je n'avais plus peur, et par danser et crâner jusqu'à ce que la salle soit vide. J'ai même failli demander au DJ de changer de musique, ce qui est la preuve qu'on a vraiment raté sa soirée, pensais-je. Dehors, des couples se souhaitaient bonne nuit, d'autres promettaient de se revoir très vite, en sachant qu'ils ne le feraient pas. Je relevais le col du smoking et tentais d'éviter Zoé qui avait surgi au coin de la rue. J'en avais assez pour aujourd'hui. « Tu réponds jamais au téléphone ?» dit-elle. « Ah, pas entendu. J'ai dû prendre un taxi pour venir te chercher. » Alexandra sentit ma présence et ouvrit les yeux. « Ne t'inquiète pas, je n'ai plus mal. Le médecin est passé. » Elle désigna un verre sur la table de nuit à côté d'elle. Je le lui tendis et elle but en grimaçant. L'appartement de Zoé était silencieux, encore plein de cartons de déménagement, et allongée sur le lit dans sa robe de bal, Alexandra ressemblait à un objet qu'on venait de poser là au hasard. « Fais voir, dis-je. » Elle posa le verre, roula sur le côté et montra son dos couvert d'hématomes. J'en ai devant aussi et partout sur les cuisses. A priori, rien de cassé, dit Zoé, mais le médecin a dit d'aller à l'hôpital faire une radio, et à la police. Alexandra se remit sur le dos et me regarda. « Je ne veux pas porter plainte, dit-elle. C'est un fou dangereux, il sait tout. Le Saint-Georges, grenade, tout. Flic ou pas flic, il te tuera. Je le connais, ou il nous écrasera. Tu as du sursis, non ? 3 mois. J'ai eu peur, j'aurais dû penser à cela, à elle, à sa douleur, mais j'ai eu peur de retourner en prison. Et je ne comprenais rien. Je les revoyais enlacés tout à l'heure en train de danser. Ils m'ont frappé devant chez moi. Comment ça, ils t'ont frappé ? C'est pas Fred, c'est 2 types. Elle souffla, prit sa respiration. On dansait, j'étais fatiguée. Fred m'a dit « Rentre », je dis au revoir et je te rejoins. On avait chacun notre voiture. Ils me sont tombés dessus quand je me suis garée juste devant chez moi. Ça a duré. Elle se mit à pleurer. Et puis ils sont repartis avec ma voiture et mon sac, comme pour un vol. Mais je sais que c'est lui. Et ça le fait jouir, j'en suis sûre. Que je sache et que je puisse rien. C'est son truc, c'est un malade. T'es en danger toi aussi.
Il trouvera un moyen de te faire plonger. Je ne sais pas quoi faire, je suis nulle. J'ai eu l'impression que ce n'était pas vrai et que ça allait s'arrêter. Il voulut se moucher, mit la main sur ses côtes et Zoé partit chercher un autre antidouleur. Je n'osais pas la toucher ni poser de questions. Ça allait trop vite, je me voyais face à Fred, lui fracasser le crâne à coups de poing, à coups d'extincteur, acheter une arme. Alexandra me regarda. Elle avait le visage défait, le maquillage et le nez qui coulaient. « Pardon, dit-elle, je suis désolée. » Zoé revint, lui tendit une gélule et le verre. « Mais désolée de quoi ? De t'avoir entraînée dans cette histoire. » Elle avala son médicament. « C'est moi qui lui ai dit pour nous deux. On s'est disputé avant-hier soir. Ça fait des années qu'on se dispute, mais là je supportais plus. J'ai fini par dire qu'il n'y avait pas que lui qui... » Elle bougea, fit encore une grimace. J'ai dit qu'il était juste bon à se taper des putes, que moi au moins je couchais avec quelqu'un que j'aimais. Il m'a fait répéter, je l'ai redit. Il a demandé si c'était toi, j'ai dit non, mais il a dit qu'il savait depuis Grenade. Il m'a giflé et m'a demandé de lui montrer mon billet d'avion, le billet de retour. J'étais censée être chez Zoé à la campagne. Je l'avais jeté, évidemment. Tu te souviens des messages sur mon portable le dernier soir à la pension ? Oui, c'était lui, des insultes, des menaces. Il me demandait de le rappeler et disait qu'il voulait te parler. Il disait des choses horribles sur toi, sur Zoé. C'est Zoé que j'ai appelée cette nuit-là dans la rue, pour la prévenir qu'elle ne lui donne pas l'adresse d'ici. Pourquoi tu ne m'as rien dit ? C'était une connerie, mais c'était moi qui avais pris ce taxi pour rester avec toi. Et puis il était saoul et je croyais que ça passerait, qu'il ne savait rien et qu'il bluffait pour que je dise la vérité. Toute la nuit j'ai eu peur qu'il t'appelle, et aussi les jours d'après. Mais il est trop fier. Si ça n'avait pas été toi, il serait passé pour un con et un cocu. Et puis il n'était pas encore sûr. Maintenant il sait, et toi aussi tu sais. Elle rit, se tordit en deux et tout ça, les yeux exorbités. Mon cœur battait. Ce n'était plus la peur, elle venait de dire qu'elle m'aimait. Peut-être qu'elle lui avait dit ça pour lui faire mal. J'essayais de rester calme, d'avancer. T'as gardé les messages de menaces ? Les types m'ont pris mon téléphone, ils cherchaient ça aussi, je crois. Elle s'essuya la bouche. Je regardais ses yeux et j'ai eu l'impression qu'elle allait s'enfoncer sous l'eau. J'ai voulu la retenir et poser encore des questions. Je songeais au texto d'hier. Elle l'avait envoyé cette nuit-là, celle de la dispute. Et le bal ? Ça avait l'air d'aller, je vous ai vu danser ensemble. Et elle rit et se fit mal à nouveau. Il a fini par se calmer. Ce matin, il s'est excusé. Son boulot le rendait dingue et il avait des choses à se reprocher lui aussi. Il a dit qu'il m'aimait, qu'on allait partir vivre à l'étranger et tout recommencer. J'ai cru que c'était passé. Il était gentil toute la journée. Il a même repassé voir ma robe, voir s'il m'allait bien. Et puis on s'est rejoint au bal. Il avait déjà monté son coup, le malade. Réfugiée dans la cuisine, je parlais longuement avec Zoé à voix basse. Alexandra s'est endormie. Nous écrasions nos mégots sur des sachets de thé. Et elle ouvrait la fenêtre pour aérer et allumer une autre cigarette. Je finis par tout dire de Fred et d'Elson, de Lara et du texto qu'elle n'avait pas encore reçu, et de cette obsession que j'avais pour Alexandra. Elle dit qu'Alex lui avait parlé de moi il y a longtemps. Tu venais d'arriver à Focus, je crois, mais tu étais déjà avec quelqu'un. Et elle me raconta leur enfance, leurs escapades et leurs rêves de grande villa. La difficulté qu'avait déjà Alex à dire les choses, même les plus heureuses. Avant, elle était libre, une liberté folle, obstinée, comme si elle avait peur qu'on ne la contrôle. Ça l'a emmenée trop loin, dit-elle. Je n'ai pas suivi et on s'est perdu de vue. Je crois qu'elle en souffrait. Elle s'était retrouvée quand elle avait rencontré Fred. Il l'avait aimée, équilibrée, elle s'était épanouie et aujourd'hui il l'étouffait. C'était le même excès dans l'autre sens. Elle s'est éteinte petit à petit. Parfois elle le sent, elle vient me voir, mais elle n'arrive pas à le quitter. Elle a peur, je crois. C'est une forme de dépendance. Il ne la frappe pas, c'est la première fois que ça arrive. Mais j'ai toujours pensé que ça viendrait. Il l'a soumise, c'est ça. Et la soumission, quand on commence, ça ne s'arrête jamais. Elle est passée d'un extrême à l'autre. Elle est comme ça et je n'ai jamais réussi à la protéger. Je veux dire à la protéger d'elle-même. Elle m'observa et dit « Encore une chose. Je ne sais pas comment elle a fait pour surmonter ça, cette peur, et rester avec toi au Saint-Georges et à Grenade. Je ne sais pas. Mais c'était la première fois qu'elle avait ce courage-là. Écouter autre chose que sa peur. Il était tard et je m'allongeais sous une couverture à côté d'Alex. Elle murmura « C'est toi ?»« Oui, c'est moi. » Et elle se rendormit. Le soleil tient la ville sous son genou. Il n'y a pas d'ombre et dans les rues, c'est un troupeau de bêtes calcinées qui ne savent plus où s'abriter. Je ralentis au coin de ma rue, examinais les voitures en stationnement. Toutes vides et sur les trottoirs des lycéens qui mangeaient leur pasta box. Évidemment, personne ne m'attendait pour me battre ou me tuer. C'est à l'étage, en mettant ma clé dans la serrure, que je sursautais. Mon portable vibrait dans ma poche. Depuis l'aube, Fred tentait de me joindre, sans laisser de message. Cette fois, c'était un SMS. « Tu es où ?» Je fis couler un bain froid, pris un sac de sport, y fourrai quelques vêtements, un livre et mon petit ordinateur, puis débranchai le gros PC, ôtai le capot, le pocket média et dévissai le disque dur.
Je ramassais tous les disques externes et les clés USB, les jetais dans la baignoire. Quand ils furent noyés, je les enfermais dans un sac poubelle avec les pots de yaourt et les morceaux de pizza de la semaine. Dans le placard, je pris mon passeport, le disque qui contenait mon projet d'étudiant et la première version du moteur Unreal, cherchai le contrat d'Elson et les dernières cartes de Lara, puis refermai le sac et repris lentement le couloir tapissé de hautes étagères. Il y avait là tous les livres que je ne lisais plus, les disques que je n'écoutais plus, cette musique infiniment belle et aujourd'hui inécoutable. Il y avait là la colère et le bruit de mon adolescence et la révolte d'une époque révolue et désormais incompréhensible. Il y a dans la vie quelque chose qui échappe et réduit les rêves d'autrefois. On rit, on danse, on s'installe, et puis un jour on range le dernier CD qu'on écoutait avec passion, et plus jamais on en achète un autre. Ça se fait comme ça, un jour ordinaire, sans intention particulière. À la place, on écoute la météo pour savoir comment s'habiller, et on se réveille des années plus tard, sans savoir pourquoi on s'est laissé enfermer là. Je regardais une dernière fois tous ces objets, dis au revoir en imitant les adieux télévisés d'un ancien président, et souris en claquant la porte. Quelques rues plus bas, je jetai les disques durs dans une poubelle et descendis au parking pour prendre la voiture de Lara. Je tournai un temps dans ce quartier lointain où je m'étais égarée avec le chauve et pris une chambre au dernier étage d'un hôtel pouilleux. Des lits jumeaux, un lavabo, une ampoule nue au plafond et une armoire sans porte. J'ouvris les volets, regardai en bas le canal se perdre entre les immeubles aux fresques déjà fanées, écoutai les enfants crier dans le square, puis m'allongeai sur un des lits et respirai enfin. Tout s'apaisa. J'étais loin, en sécurité dans ce faubourg où personne ne possède rien d'autre que ses bras. Le jour baissait quand je me suis réveillée. Tout avait changé. La chambre était triste et la fenêtre donnait sur un ciel vide. Fred avait continué à appeler et à raccrocher régulièrement, toutes les demi-heures. Puis il avait écrit « Parlons, c'est notre intérêt à tous les deux. Demain, 9h30 chez moi. » Pas un mot d'Elson, il était trop malin pour ça. Je savais ce qu'il voulait me proposer, le programme du moteur en échange de son silence à propos d'Alex. Il me laisserait Lara et filerait à Copenhague. Si j'acceptais, il pourrait encore se venger quand il voudrait, dans un mois ou un an. Mais il n'était pas bête et avait sûrement des garanties à m'offrir. Il fallait trouver un moyen de le coincer. Je relus en détail le contrat d'Elson, mais sans sa signature, ça ne valait rien. Je jetai mon mégot dans l'eau du verre à dents et la vidai dans la gouttière. Ces dernières années, j'avais imaginé des dizaines de scénarios dont les héros étaient traqués. Juste avant de se faire tuer, ils trouvaient toujours une arme cachée ou une porte dérobée dans une falaise. J'y avais cru et des milliers de personnes y avaient cru. Mais ce soir, j'avais beau chercher, je ne savais quoi faire. À part boire ou me défoncer. J'ouvris mon sac, contemplai tout ce qui me restait, mon petit ordinateur, le disque dur et les cartes postales de Lara. La dernière était signée d'un cœur et je me mis à pleurer. Je réussis enfin à joindre Camille. Elle venait de quitter le bureau et allait dîner et dormir chez son frère, mais elle était d'accord pour m'accompagner si je faisais le taxi. Je notai l'adresse, lui donnai rendez-vous plus tard et me garai en bas de chez Zoé. L'ambiance était gaie. On aurait dit qu'elles vivaient ensemble depuis toujours. Elles avaient déjà dîné, mais avaient gardé pour moi du fromage et de la salade. Je me suis mis à table, elles se sont reversées du vin et nous avons parlé de choses sans conséquence. Parfois, Alex demandait qu'on arrête de la faire rire. Elle avait mal, puis elle riait de plus belle et j'en ai oublié Fred. Ce soir-là, j'ai eu un instant le sentiment que nous vivions tous dans cet appartement en chantier, ou que nous étions des amis en vacances. Je blaguais avec Zoé, débarrassais et l'aidais à faire la vaisselle. Alex fit la conversation et après le café, Zoé partit se coucher. Je ne sais plus quoi dire et me calai contre le plan de travail. Alex se leva, fouilla dans un placard, dit qu'elle avait trouvé les tomates cœur de bœuf au marché d'à côté, referma le placard, en ouvrit un autre, parla encore du marché, s'arrêta et dit « Tu viendrais avec moi dans le sud ?»« Je ne sais pas. Ils ont des tomates aussi. » Elle éclata de rire. J'ai décidé d'aller chez une amie. Elle a une maison, un club de voile. Elle loue des petits bateaux aux touristes. Tu y vas pour les vacances ? Pour vivre quelque temps. Elle m'a dit qu'elle n'avait pas besoin de moi. Je ne connais rien à la voile, mais qu'elle pouvait m'héberger. C'est bientôt la fin de la saison. Va falloir repeindre, retaper. Tu es le bienvenu si tu veux. Elle avait dit ça d'une traite, comme si elle n'était pas sûre d'aller jusqu'au bout. Tu as peur ? Dis-je. Non, c'est fini. Je quitte Fred pour de bon cette fois. Il voulait qu'on parte. Eh bien, c'est moi qui pars et il ne me retrouvera pas. Elle s'appuyait à côté de moi sur le bord de l'évier et regarda devant elle. C'est juste une proposition, dit-elle, au cas où toi aussi tu voudrais t'en aller. Fred ne me fera rien, je me défendrai, je ne sais pas comment, mais je trouverai. C'est pas à ça que je pensais. Je me disais, enfin, ça me plairait que tu viennes. Elle ajouta, ça me plairait vraiment. Je me suis tournée et approchée d'elle, jusqu'à la toucher. Elle avait toujours les mains cramponnées au bord de l'évier et la poitrine en avant, comme si elle allait tomber, puis elle baissa la tête.
Je posai mon front contre le sien et elle murmura. Je n'ai jamais su parler de ces choses-là. J'ai vu sa jambe se lever et frôler la mienne. Mon cœur battait comme une houle. Il me semblait entendre le sien. Je n'avais pas répondu à sa question. J'étais ailleurs, j'étais là, dans ses bras.